Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour cette partie de Business Challenge. C'est notre plateau Grand Angle. Pour ceux qui nous ont suivis, il y a 3 semaines, nous étions ici même à la CNSS, la Caisse nationale pour la sécurité sociale, où nous avons échangé sur un certain nombre de questions, notamment liées au fonctionnement de la Caisse, aux formations que la Caisse fait pour sensibiliser les différents acteurs économiques, les employeurs notamment. Et nous avons échangé aussi sur les prestations de la Caisse. Et nous allons continuer d'ailleurs sur ce sujet. Nous allons parler davantage des prestations, de l'importance de l'immatriculation, et nous allons parler aussi des différentes situations qui peuvent arriver lorsqu'on est immatriculé en matière de perception d'avantages et aussi les démarches à faire. Notre plateau n'a pas beaucoup changé. Nous avons un acteur nouveau sur le plateau et je vais commencer par lui. Monsieur Barré, Seydou Amadou, merci d'être venu pour le plateau Business Challenge. Vous êtes le directeur adjoint en charge des pensions au niveau de la direction de la gestion des assurés, n'est-ce pas? Et nous avons aussi M. Laminou Ousseini Ankaro, qui est le directeur des recouvrements. Merci d'être venu pour la 2e fois, le plateau. Et le doyen, le responsable de la cellule communication de la CNSS, Aliou Dadi. Merci. Donc, comme je le disais, c'est la suite du premier plateau que nous avons eu. Et nous allons ouvrir ce plateau avec une question assez centrale que se posent sans doute beaucoup de travailleurs ou même des employeurs, parce que nous avons aussi des nouveaux profils d'employeurs, notamment les jeunes entrepreneurs. Il y a encore des gens qui peuvent se poser la question, à quoi servent les cotisations à la CNSS? Alors, Laminou, je vais vous poser cette question. D'accord. Merci bien, Seydou, pour cette opportunité que vous nous offrez de parler des cotisations sociales. En fait, les cotisations sociales sont d'une grande importance du fait que ces cotisations servent à financer le système de sécurité sociale au niveau du Niger, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il ne faudrait pas l'oublier, ce système a 3 branches de protection, à savoir les prestations familiales, les accidents de travail et maladies professionnelles et les pensions de retraite. Vu que nous avons un système contributif, eh bien ces cotisations sont la contrepartie qu'il faille verser pour avoir ces différentes prestations sociales. Voilà, tel est le rôle des cotisations sociales au sein de notre système. Donc, cotisation, c'est une partie de la balance et de l'autre côté, prestations. Les prestations. Alors, justement, en parlant de prestations, puisque nous avons la gestion des assurés avec nous, Monsieur Barré, quelles sont les prestations qui sont les plus sollicitées ou attribuées au niveau de la CNSS? Donc, merci beaucoup. En tout cas, voilà. Donc, la plupart du temps, quand les assurés justement viennent chez nous, quand ils sont déjà immatriculés par... Il ne faut pas oublier que déjà dans la première phase de votre émission, vous avez précisé que l'immatriculation est une obligation qui est d'ordre légal d'ailleurs. Maintenant, une fois que ce devoir est accompli par l'employeur, donc maintenant l'assuré rentre en possession donc, de son livret, donc il est identifié. Ça relève donc de nous maintenant de lui offrir ces prestations-là, qui sont de 3 ordres, à savoir les prestations familiales, car ce sont elles les premières prestations qui sont servies à l'assuré qui est actif. Les prestations familiales. Les prestations familiales, okay. Tout à fait. Donc là, on appelle alors à l'assuré à faire ce qu'on appelle une demande de prestation. Donc bien entendu, il va fournir son livret d'assurance, ainsi que signaler à la caisse la composition de sa famille. Parce que souvent, c'est ce que les assurés font, ils oublient, donc ils pensent que c'est automatique, alors que c'est une demande qui doit être Donc il faut faire la demande, faire la démarche pour ça. Pour ça, tout à fait. Est-ce que tout assuré a droit à une prestation familiale ou bien il y a des cas particuliers ou bien des cas précis dans lesquels on a droit à cette prestation-là? Bon, en tout cas, surtout la branche des prestations familiales, il faut d'ores et déjà dire qu'il faut que l'assuré ait fondé une famille. Okay. D'accord? Donc là, bien entendu, il va falloir qu'il demande un formulaire qu'il doit remplir et insérer les pièces d'état civil, justement. Et là, il y a ce qu'on appelle la période, une période obligatoire de 6 mois de déclaration. Okay. D'accord? C'est ça qui ouvre droit
à ces prestations-là. Okay. D'accord. Immatriculé et cotisation minimale sur une période de 6 mois. 6 mois, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça correspond en droit du travail à la période d'essai, plus ou moins. Oui, d'accord. Donc là, en ce moment, il est réellement confirmé. D'accord. Donc, suite à cela, il dépose, n'est-ce pas, y compris les enfants qui font figure dans ce dossier. Maintenant, ou bien même quand il n'y a pas d'enfants et qu'il y a une maternité en cours, d'accord. Donc, il signale à la caisse une déclaration de grossesse, d'accord. Et là, ça ouvre droit à une des prestations qu'on appelle l'allocation prénatale. Okay. D'accord, c'est elle qui couvre de la conception jusqu'à la naissance de l'enfant. D'accord. Donc ça, c'est la femme qui bénéficie. D'accord. Mais une fois après l'accouchement, donc, et les allocations familiales en tant que telles, donc, couvrent l'enfant de son bas âge jusqu'à la première année. D'accord. C'est toujours la maternité. Okay. D'accord. Maintenant, de la première année à sa 21e année, s'il est scolarisé, c'est ça qu'on appelle les allocations familiales. Okay. Donc, ces allocations familiales, en réalité, c'est l'enfant qui est bénéficiaire. Okay. C'est donné pour les enfants. Pour les enfants, d'accord. Donc, il n'y a pas de limite à avoir, même quand on a 10 enfants, même quand oui, il y en a. Actuellement, en tout cas, à la caisse, il n'y a pas de limite d'enfants ni d'épouses, d'accord. Au contraire de la fonction publique où c'est limité, d'accord. Donc, toujours au sein de cette branche des prestations familiales, d'accord, il y a des prestations qui sont aussi servies à la femme salariée, d'accord. Elles, ce sont plutôt les indemnités journalières. On parle bien de femmes travailleurs, d'accord. Donc, une fois que, justement, elles bénéficient au titre du droit du travail d'un repos obligatoire, à savoir les 6 semaines avant son accouchement et les 8 semaines après. Donc, la caisse prend en charge la moitié de son salaire pendant cette période obligatoire de repos. D'accord. Donc, ça permet à ce que, en tout cas, l'entreprise... Et là, il faut aussi faire la demande. Il faut également la faire femme tout. qui travaille va faire la demande. Effectivement. Sachant qu'elle sera en congé de maternité pour bénéficier de cette allocation. En tout cas, toutes les prestations font l'objet d'une demande. Voyez-vous. Donc, il faudrait fournir un certain nombre d'informations que la caisse ne détient pas. Donc là, c'est avec ces informations-là que sont traitées justement Est-ce que quand vous regardez votre base d'assurés, est-ce qu'il y a suffisamment de demandes de cette nature-là pour les allocations familiales, par exemple? En tout cas, depuis que justement, depuis près d'une décennie maintenant que le service communication actuellement a été mis en place, parce que bon, effectivement, avant, on critiquait un peu la caisse pour dire bon, que nous ne sommes pas assez transparents dans nos démarches et tout ça. Effectivement, et malheureusement, c'était un fait, parce que beaucoup ne savaient pas où s'adresser. Mais quand même, il y a une responsabilité aussi des entreprises également, qui ont des structures de ressources humaines en leur sein, qui normalement... Qui doivent sensibiliser. Qui doivent sensibiliser, puisque quand même, ils sont formés en droit du travail. Bon, la plupart ont des bases de droit du travail et de sécurité sociale. Donc, en ce moment, ils devraient justement guider leurs travailleurs pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits. D'accord. Puisque justement, l'employeur s'acquittant de ses devoirs, il va de soi que leurs assurés ont des droits. D'accord. Maintenant, justement, la responsabilité aussi incombe aux travailleurs, parce qu'ils sont tenus de s'informer également à quoi sert ce livret, à quoi servent ces cotisations justement qui sont faites. La sécurité sociale a été instaurée justement pour couvrir la partie qui est faible, qui est le travailleur. D'accord. Donc, et cette responsabilité est partagée. Mais cependant, la caisse, depuis, je disais, près d'une décennie, quand la communication a été vraiment mise en place, vraiment, beaucoup viennent, parce qu'ils sont informés de plus en plus. Ils sont vraiment informés. En tout cas, on a beaucoup, même les dossiers de retraite aussi, on a vu une certaine Alors, les retraites, ça fait partie aussi des prestations que vous servez. Tout à fait. Donc, en dehors des allocations familiales et des retraites, il y a quoi d'autre? Bon, là, en dehors de cela, il y a, comment on appelle ça, les dossiers d'accident de travail. Bon, là, effectivement, quand ce risque survient, la caisse, c'est comme une forme d'assurance, d'accord, qui couvre aussi en cas d'accident de travail. Justement, et quand ce sinistre, bon, quand un accident survient, d'accord, bien entendu, ça répond aux conditions. Il faut que l'accident soit vraiment d'origine professionnelle, d'accord. Donc là, il y a une obligation de l'employeur de déclarer.
d'accord, de déclarer cet accident, d'accord, et par la suite, la caisse prend le relais le jour suivant l'accident, d'accord, que ce soit en matière de prise en charge médicale que en matière de paiement d'indemnité journalière en compensation du salaire qui est perdu, justement suite à la survenance de ce sinistre. Maintenant, au titre de toujours de cette branche d'accident de travail, il y a des prestations en nature qui sont aussi servies. En nature comme quoi, pardon? Comme quoi, les prestations en nature sont les frais médicaux. S'il y a lieu pour la fourniture ou le remplacement des prothèses, d'accord. Et également, si en cas de décès, malheureusement, il y a des frais funéraires aussi qui sont également pris en charge. Et les prestations en espèces sont les rentes qui sont servies, d'accord, à la victime ou à ses ayants droit, d'accord. Donc tout ça font partie des avantages que tire un travailleur. Alors il y a une autre question que je voulais poser. Je pense aussi que vous pouvez tous aider à la réponse à cette question, puisque les gens vous disent il y a des prestations, mais il y a aussi des conditions d'accès à ces prestations. Normalement, les procédures, vous avez parlé de la demande et autres, mais une fois qu'on a fait la demande, quelle est la démarche à faire entre la demande jusqu'à avoir la prestation effectivement réalisée? Et combien de temps ça peut prendre? Bon, en tout cas, par rapport au dossier de prestation familiale, tant que, en tout cas, ce sont des dossiers qui sont très actifs. C'est-à-dire, on les réceptionne quand on vérifie que toutes les pièces requises ont été rassemblées. Et la journée même, les dossiers là sont validés. Ils sont validés. Maintenant, quand ce dossier est validé, ça donne ce qu'on appelle une date d'ouverture de droit. D'accord? Et donc, à partir de cette date d'ouverture de droit, justement, maintenant, les bénéficiaires, enfin, l'assuré doit accomplir la formalité de fournir ce qu'on appelle les pièces périodiques. Donc, vous savez, les enfants qui ont entre 1 an à 7 ans, et normalement, ils doivent être soumis à des examens médicaux, n'est-ce pas? De manière normale. Donc, là, on demande à l'assuré de fournir comment on appelle, le certificat médical, d'accord, une fois que l'enfant a été consulté dans une structure sanitaire. Donc, il y a un certificat médical à fournir pour pouvoir justement que ces allocations soient fournies aux bénéficiaires, bien entendu. Mais c'est la femme qui, bien entendu, qui est l'attributaire. Donc, c'est l'épouse ou les épouses du travailleur qui vont bénéficier de cela. Bon, ce sont leurs enfants qui sont bénéficiaires. Oui, mais puisque l'enfant est mineur, il est mineur, on ne peut pas justement lui... Il faut forcément un représentant légal et dans le cas précis, d'après ce que vous expliquez, c'est la maman. C'est la maman qui perçoit. Alors, M. Dadi, est-ce que dans toutes ces démarches-là, dans l'interaction avec les assurés ou même les employeurs, quelles sont les difficultés ou les erreurs les plus fréquentes que vous arrivez à déceler? Bien, merci. Les erreurs, c'est comme il l'a dit, il ne suffit pas d'être immatriculé seulement, d'être immatriculé, avoir des cotisations bien payées à la caisse et ne pas bénéficier de ses droits. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes immatriculé qu'il faut s'asseoir dans son bureau ou à la maison, on va vous donner des droits. La caisse ne sait pas. La caisse ne connaît pas ta situation familiale. Donc c'est à toi de déclarer. La caisse connaît seulement l'assuré. Voilà. Et tout ce qu'il y a derrière, elle n'a pas ça comme information. Donc il faut faire ton dossier qui donne toutes les informations sur ta famille. Mieux, quand tu déposes un dossier, parce que la communication, c'est entre deux personnes. Tu déposes un dossier, tu n'as laissé aucun numéro. Par exemple. Les agents veulent traiter le dossier. Il y a un petit problème. Une petite information, ça peut bloquer le dossier. Et c'est ça qui est en train de ce qu'il dit tout à l'heure. Parfois, on dit que la caisse n'est pas transparente. Tu as le dossier de quelqu'un, tu ne sais pas où. Mais il y a une approche pédagogique aussi, parce que si on regarde les différents profils des travailleurs, nous avons des lettrés, des gens instruits, jusqu'aux gens les moins instruits possibles. Bon, dans ce cas, en dehors de l'assistance, comme vous avez dit, de leur entreprise elle-même, et je ne suis pas sûr que les entreprises ont le temps toujours de faire ce travail,
Mais la CNSS, vous devrez aussi avoir des mécanismes qui s'adaptent aux différents profils des travailleurs. Le mécanisme, c'est notre sensibilisation, n'est-ce pas? C'est la sensibilisation et je crois que nous sommes quand même dans ce cadre-là aujourd'hui. Le fait simplement de n'avoir pas donné un numéro peut bloquer votre Oui. Et les gens pensent que non, c'est la caisse qui est de mauvaise foi, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des employeurs. Aujourd'hui, quand vous prenez, c'est vrai que le téléphone est là. Parfois, quand vous cherchez à contacter une entreprise, c'est silence radio. Oui, ça peut arriver, effectivement. La ligne directe, les autres numéros, tous les numéros. Vous allez voir, on va vous donner tous les chiffres. Mais il n'y a aucun numéro souvent qui répond. Mais vous qui êtes intéressé, si vous laissez votre numéro, on vous appelle. Ou bien si vous venez régulièrement aussi. L'entreprise a une responsabilité d'accompagner l'employé. Mais toi qui as tes droits, c'est ta responsabilité de faire ton dossier, de le faire correctement et de chercher tous les renseignements possibles qui puissent te permettre d'obtenir tes droits. N'est-ce pas? Donc, c'est de donner toutes les informations possibles. N'est-ce pas? Maintenant, par rapport à ça, tu peux aller au-delà. Au-delà, chercher par exemple quels sont les services compétents qui peuvent répondre quand j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et tout ça, la caisse, souvent, elle donne ces informations-là sur ces dépliants. Aujourd'hui, est-ce que quand quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui est travailleur, puisque tout le monde a le droit de travailler quand même, qui cotise, arrive, il ne sait pas lire, mais il a besoin quand même d'avoir accès à ces prestations. Est-ce que la caisse a un dispositif pour prendre en charge des profils comme ça? Oui, bon, le dispositif c'est quoi? Aujourd'hui nous sommes tous dans la communication qui est par exemple digitale. Par exemple le WhatsApp, même quelqu'un qui est illettré, il utilise le WhatsApp. La caisse a un numéro WhatsApp à travers lequel quand ton dossier est bloqué, tu t'adresses, tu dis ah moi j'ai déposé un dossier à Maradi. Ça fait 3 mois que j'ai déposé ce dossier. Et on peut le faire dans toutes les langues du pays. Dans toutes les langues, parce que tu peux faire un vocal. Et directement, la caisse, elle va demander à la caisse. Il suffit de donner ton numéro de sécurité sociale. Dans les minutes qui suivent, vous pouvez joindre le chef le responsable de la structure qui a reçu le dossier. On aura la situation du dossier. Donc, même les analphabètes aujourd'hui peuvent s'adresser à la caisse et avoir des informations par rapport à leur situation. Donc, quand il y a des réclamations aujourd'hui, normalement, c'est facile à traiter. Il n'y a pas de difficulté dans ce sens. Il n'y a aucune difficulté aujourd'hui. On a en tout cas tous les canaux possibles. Les services sont ouverts. Quand vous prenez par exemple la DRC, il y a des guichets qui sont là pour renseigner. Quand vous prenez la DGA, il y a des guichets qui sont là pour renseigner. Maintenant, au-delà, si vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous renseigner, même les dossiers pension, les réclamations dont je vous dis, par exemple, que ce soit les dossiers pension, les dossiers accidents de travail ou maladie professionnelle, directement vous pouvez vous renseigner. J'ai déposé mon dossier à telle date, voilà le numéro du dossier, etc. Et dans les minutes qui suivent, on vous donne une réponse par rapport à votre réclamation. On vous situe en tout cas par rapport à l'évolution de votre dossier. Alors, on a parlé des avantages de l'immatriculation, à la fois pour le travailleur surtout, mais peut-être on l'imagine aussi pour l'employeur. Mais quel est le risque de ne pas le faire, de ne pas se faire immatriculer, y compris sur le plan de la réglementation? Quels sont les risques qu'on court? En tout cas, c'est comme je vous l'ai dit, l'accès à ces prestations-là est toujours lié, conditionné par la présentation de la justification d'être immatriculé. Oui. En tout cas, tant qu'on n'est pas immatriculé, on n'est pas reconnu. On n'est quasiment pas. Et on ne peut pas bénéficier des prestations. C'est comme actuellement, quand on est dans l'informel, c'est que bon, voilà, on échappe à beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages qu'on perd, n'est-ce pas, en termes d'assistance, en termes d'assistance financière, ou bien si on doit les subventionner, beaucoup, en tout cas d'entreprises qui agissent, qui sont dans le secteur informel, ne peuvent pas bénéficier des avantages légaux. Maintenant, en tout cas pour le travailleur, en tout cas, vraiment, il court le risque d'être exposé, d'accord? Non seulement les allocations familiales, vous savez, il faut fournir un livret d'assurance, il faut être déclaré aussi. Donc tout ça n'existant pas. Mais cependant, la branche des accidents de travail, cependant... Ah oui, ça c'est vrai que c'est un gros risque parce que quand ça se réalise... Oui, quand ça se réalise, non. Cependant, ça, il faut aussi que la victime soit rattachée
Oui, non, je veux dire, si la personne n'est pas immatriculée, et que l'accident arrive, naturellement, il n'y a pas de possibilité de solliciter la CNSS pour ça. Bon, sinon, en matière d'accident de travail, justement, cette exigence n'est pas eue. En tout cas, on prend immédiatement en charge. Même quand la personne n'est pas immatriculée. Mais bien entendu, c'est par la suite, justement, que toutes ces formalités seront accomplies. Et là, en tout cas, l'accident de travail... Mais ça, quand même, c'est une information sur laquelle il faut insister. Vous êtes en train de me dire, quand un accident de travail arrive, la CNSS peut se positionner pour prendre ça en charge, quitte à ce que, après, ça soit régularisé. Oui. Avec l'entreprise. Avec l'entreprise, tout à fait. Parce que, comme pour les allocations, plutôt les prestations familiales, on a conditionné ça par au moins 6 mois d'assurance, n'est-ce pas? Bon, pour les retraites, il faut au moins 1 an de cotisation. Mais cependant, l'accident de travail n'a pas, pas de période de stage à observer ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes travailleur, ça arrive, on vous couvre. Oui, parce que même un assuré qui a au moins, même si qui a 10 jours dans l'entreprise, s'il y a un risque survient, on est obligé de cette branche-là le prendre en charge. Lorsqu'il y a des irrégularités dans les paiements, les cotisations, quel impact ça peut avoir sur les demandes de prestations des assurés? Par rapport à ces irrégularités, quand je prends le cas des pensions, à supposer qu'il y ait par exemple une minoration de salaire, voilà, une minoration du salaire qui sera déclarée, en ce moment, il y aura un impact sur le montant de la pension. Ça va se réduire. Ou bien qu'il y ait une omission volontaire du versement de ces cotisations sociales, ça va impacter sur la pension de retraite. C'est entre autres sur les allocations familiales, par exemple, ça peut avoir un impact? Sur les allocations familiales, tout simplement, ce salarié-là, à supposer qu'il ne soit pas déclaré pour la période concernée, il n'aura pas de prestation familiale. Parce que il y a une corrélation. Parce que sur la base des textes en vigueur, on fait de ces cotisations sociales une condition pour avoir droit aux prestations familiales. Ok, là ça mérite d'être clair. Voilà. Une entreprise, qui, pour quelque raison que ce soit, ne paye pas un trimestre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pendant qu'elle n'a pas payé le trimestre, parmi ses salariés, il y en a qui vont venir demander des prestations. Est-ce qu'on va leur dire, on ne peut pas vous donner la prestation parce que votre entreprise a des arriérés? C'est pas comme ça que ça marche? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ok. S'il le paye, on régularise. On régularise. Bien sûr, ça. Non, mais je pense que cette clarification est importante parce que ça va permettre à tout le monde de faire de la veille. C'est-à-dire que le salarié qui sait qu'il aura besoin de ses prestations, il fera de la veille. Si il vient lui dire, vous ne pouvez pas en avoir, il va aller voir son employeur pour lui demander, mais pourquoi je ne vais pas avoir? Quelles sont les raisons pour lesquelles? Ça, c'est vraiment une information importante. Le plus souvent, les gens disent, ils ont été, on a dit que leur employeur n'est pas à jour, donc ils ne sont pas payés. Il faut effectivement qu'ils retiennent que si l'employeur n'a pas payé les cotisations, les prestations familiales, il n'y en a pas. Elles sont impactées. Elles sont nécessairement liées au paiement des cotisations. Pourquoi d'ailleurs on recommande aux assurés de régulièrement venir s'informer de leur relevé de carrière. C'est une procédure qui est gratuite, mais même ça, beaucoup l'ignorent. D'ailleurs, quand j'ai été contrôleur, justement, après nos contrôles, nous prodiguons des conseils aux assurés et aux employeurs sur des bonnes pratiques. D'accord? Et justement, quand je parlais de l'assistance à dispenser au niveau de leurs travailleurs, il y a beaucoup de services qui sont exemplaires, tels que par exemple, vous prenez la Nigélec. Ils ont vraiment un service social qui est vraiment là pour accompagner leurs travailleurs. Et même pour les retraités également, ils font en sorte qu'ils déposent dans les délais requis et ils font en sorte vraiment d'être à jour de leur cotisation justement pour ne pas pénaliser. Parce que vous savez, ça peut amener à gérer des plaintes qui peuvent être même d'ordre judiciaire. Et là, si on remonte, ils vont aller à la CNSS. Même la CNSS a les moyens justement de prouver que ce n'est pas payé, ce n'est pas payé, tout ça. Bon, ça peut être un contentieux, c'est vrai. Ça peut relever d'un contentieux, effectivement. Donc, en tout cas, c'est ça, on prodigue des conseils aux assurés pour qu'ils
ils soient toujours en alerte. Et d'ailleurs, le service communication, justement, avait, en attendant qu'on mette en place un système qui leur permet de voir ça en ligne, parce que vous savez, bon, il y a une sécurité informatique qu'il faut permettre à gérer les accès et tout ça. D'accord. Donc, en attendant, en tout cas, le service communication assure ce service si, justement, ils ne peuvent pas se déplacer vers nos services. Parce qu'actuellement, tous nos services, les centres de paiement et les directions régionales, tout assuré qui se lève peut aller demander son relevé. Et puis, bon, comme il dit, il y a aussi la version digitale, les interactions qui peuvent se faire via le numérique. Mais quand même, je pense que l'information capitale qu'on peut retenir, c'est que tout travailleur peut faire le tracking de sa situation au niveau de la CNSS et voir quel impact ça peut avoir sur ses prétentions en matière de prestations. Et là aussi, ça poussera quand même les employeurs à être plus respectueux de la réglementation. Mais en même temps, moi, je note aussi, d'après ce que vous dites, il y a quand même des employeurs qui sont de bons exemples. Bon, on peut l'imaginer aussi, ceux qui sont administrativement bien ancrés peuvent être de bons exemples. Maintenant, pour les autres, comment est-ce qu'il faut partager les bonnes pratiques avec eux? Bon, récemment, vous avez fait des formations, mais au-delà, est-ce qu'il y a d'autres approches? Par exemple, le cas de la Nigélec dont vous avez parlé, j'imagine, les sociétés minières comme Cominac, Somaïr, qui quand même aussi sont des administrations bien ancrées, et peut-être même certaines de nos institutions qui sont sur place, ou d'autres organisations même qui ne sont pas nationales, qui s'implantent dans notre pays, qui sont très soucieux de respecter la réglementation. Mais à côté de ceux-là, il y a aussi tout le secteur privé fragile que nous avons. Et je pense que c'est surtout là qu'il y a la difficulté. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de transfert de bonnes pratiques ou quel type d'accompagnement est possible dans ce genre de situation? D'accord. Donc, au quotidien, les missions que nous menons, parce que nous avons des équipes opérationnelles, notamment sur le terrain. Donc, à travers leurs actions, en fait, nous continuons cette sensibilisation. Voilà, nous continuons cette sensibilisation en leur faisant cas des bonnes démarches à suivre, mais aussi des différentes règles qu'il faille respecter. Voilà. Au gré de... Vous avez fait cas de la fragilité. Même en cas de fragilité, nous avons aussi des mesures adéquates par rapport à la situation socio-économique de telle ou telle autre entreprise. Et nous avons aussi des mesures appropriées pour les mauvais élèves. Parce qu'il faut reconnaître que dans ce secteur employant, il y a aussi des employeurs qui ne respectent pas leurs obligations. Voilà, qui ne respectent pas leurs obligations. Et ne respectant pas leurs obligations, nous avons des prérogatives d'ordre contentieux qu'on peut leur appliquer. Alors, au niveau des impôts, on appelle ça de l'incivisme fiscal. Chez vous, ça va être de l'incivisme social? Absolument. Absolument. C'est ça. Bon, en tout cas, une bonne entreprise, je pense, doit se préoccuper quand même à être un bon citoyen. Parce que c'est ça qui fait la pérennité et la durabilité, qui fait l'impact réel d'une entreprise. Alors, nous avons fait le tour des différentes questions et je pense aussi ceux qui nous suivent, entre le premier et le deuxième plateau, peut-être ont eu davantage d'informations. En tout cas, surtout la proactivité, je pense que c'est ce qu'on doit recommander à tout le monde. Ne pas rester en marche, attendre que l'information vienne, et souvent il faut venir à la source chercher l'information. Donc, et aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont là, c'est facile de pouvoir avoir de la transparence et de la traçabilité dans ce qui se fait. Dans ce qui se fait, que ce soit au niveau de la CNSS ou au niveau de l'employeur. En tout cas, merci beaucoup pour les échanges. Merci, M. Dadi, pour les échanges. C'est un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous.